Et entendu. Bienvenue à tous dans ce conseil particulier à plus d'un titre, puisqu'il est dans les exigences sanitaires que vous connaissez, d'où son expatriation, on va dire, dans cette salle, qui n'est pas prévue à cet effet, mais dans laquelle on va quand même tenir ce conseil pour des raisons d'exigence sanitaire. Et dans ce conseil particulier, puisque c'est le premier de la mandature, suite aux élections du 15 mars 2020. Donc, à ce moment de mon propos, je suis encore le maire de l'Ancien Monde, et on va basculer, je ne sais pas si c'est dans le Nouveau Monde, mais en tout cas dans la nouvelle mandature, avec un certain nombre de modalités, de formalités, qui doivent nous permettre, à la fin de ce conseil, qui dans ses exigences, contient aussi l'exigence de brièveté. C'est peut-être pour celle-là aussi que j'ai demandé à chacun des conseillers de faire part de ses observations, non pas pour écouter les débats, mais parce que les débats peuvent nécessairement être plus courts que d'habitude. Donc, un ordre du jour peut-être allégé, mais néanmoins consistant, réduit à l'essentiel, et je dis bien à l'essentiel des délibérations que nous devons prendre. Nous n'avons pas, je me tourne vers mon DGS à cette heure-là, reçu d'observations, commentaires particuliers sur les délibérations que nous proposons ce soir, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de débat, mais encore une fois, la réglementation et l'exigence, au-delà, on va dire, du respect du débat démocratique, doivent contenir un petit peu ces exigences sanitaires. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour, mais avant l'ordre du jour, je me dois, est-ce que c'est bien à ce moment, de définir des secrétaires de séance. Ah, je vois que Mme Ariel a déjà pris le stylo. C'est un vieux réflexe de l'enseignement. Alors, je me permets de parler avec vous sans masque si vous l'acceptez, parce que vu les conditions, ça va être très compliqué de parler avec un masque. Et nous respectons quand même les exigences sanitaires, donc ça sera peut-être plus facile. Madame Ariel, est-ce que vous voulez, puisque nous sommes toujours dans l'Ancien Monde, bien officier une fois encore, je ne sais pas si c'est la dernière, mais une fois encore pour pouvoir prendre les comptes rendus de ce débat. Bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non, dans presque le Nouveau Monde, c'est presque pareil que dans l'Ancien Monde, il n'y avait pas beaucoup de candidats à prendre ces notes. Donc merci à Mme Ariel de se plier encore une fois à l'exercice. Donc à l'ordre du jour, mais je dois encore rappeler que pour ce conseil, il y a, puisque vous êtes tous aujourd'hui en fonction, depuis une dizaine de jours, on aurait dû faire 2 mois, on va attendre encore un peu, mais depuis une dizaine de jours, il y a, je crois, un vote par, excusez-moi, procuration, c'est le vote de Mme Fordin sur M. Labatte. C'est bien ça? C'est bien ça? Voilà. Donc, vous serez enregistré à chaque fois ayant 2 votes. Je vais procéder à l'appel du nouveau conseil. Et ensuite, je demanderai 2 assesseurs pour, dans l'ordre du jour, procéder aux différents points. Madame Aldaloura Odette. Monsieur Goyette Ramucho. Madame Guédon Laetitia. Monsieur Di Fabio Joël. Madame Ariac Françoise. Monsieur Joël Laurent. Madame Luricoa Marie-Christine. Monsieur Lugo Joël. Présent. Madame Bérin Moulin Alba. Monsieur Saroski Bruno. Madame Bercourt Nathalie. Monsieur Chéron Patrick. Madame Aramendi Marie. Monsieur Sauvagnier Michael. Madame Nava Catherine. Monsieur Capenegui Santiago. Madame Itoutsaïta Maïté Sescu, c'est bien ça, et a donné procuration à M. Labatte, comme je le rappelais. M. Labatte Aramendi Roncho. Donc, je déclare installer ce nouveau conseil et je vous demanderai de bien vouloir, dans les considérations encore une fois qui sont les nôtres,
puisqu'il vous a été rappelé d'amener votre silo dans la mesure du possible, signer la liste d'émargement. Il va vous être proposé aussi de signer l'autorisation d'envoi par mail des convocations à ce conseil. Alors, c'est une modalité pratique, vous le savez, c'est quelque chose qui se fait maintenant de façon assez régulière, et je dirais que pour l'ensemble des mandats depuis déjà quelques années, c'est une modalité qui se pratique. Dans la circonstance bien précise de celle de l'état d'urgence sanitaire, il y a des modalités de quorum, des modalités de procuration sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir, puisqu'elles sont d'ores et déjà acquises, mais Madame Alba Dumoulin tout à l'heure reprécisera certainement ces choses, puisque ce conseil est aussi un exercice assez formel. Nous avons fait état des conseillers présents, des procurations, du secrétaire de séance. Je vais passer la parole à Madame Dumoulin, Alba Bérin, et qui va être chargée de la présidence de ce conseil. Puisque, comme vous le savez, dans ces formalités, dans ce cadre formel, je n'ose le dire, parce que je n'y croyais pas. Alors oui, je ne le dis pas. Mais en tout cas, merci Madame la Présidente de prendre, à partir de ce temps, jusqu'à l'élection du futur maire, la présidence de ce conseil. Si tu veux le micro, je peux bien te le brancher. Mais en règle générale, tu sais faire porter par voix. C'est nécessaire. Voilà. Les assesseurs n'ont pas été nommés. Donc je démarre par les articles. Donc je vous fais la lecture des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Tout le monde entend bien? Oui. Merci. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans prévenu. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Maintenant, voici que nous les 2 assesseurs. Voilà. Il nous faudrait avoir 2 assesseurs, c'est-à-dire 2 personnes, mais vous êtes rompus à l'exercice, qui sont chargés de vérifier la légalité du scrutin, en tout cas au niveau de cette assemblée. Est-ce que, M. Capeneghi, vous souhaitez désigner un assesseur? Non? Pas particulièrement. Donc je fais appel. Pardon? Il y a des volontaires, mais c'était le projet que je souhaitais exercer avec vous. Si un de vous 2 souhaitait être assesseur. Oui, M. Labatte. Donc on enregistre M. Labatte comme assesseur. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui souhaite être assesseur? Monsieur Chéron, c'est le premier qui a bougé. Oui, c'était limite. Oui. Merci Madame Aramendi. Donc nous avons 2 assesseurs désignés, M. Labatte Aramendi et Madame Aramendi Marie. Merci à M. Chéron de se désister élégamment au profit de la jeunesse et de la parité. Bien. Donc, Madame
Mérel. Oui, bien, nous avons procédé à l'élection. Monsieur, on a souhaité, enfin, la direction a souhaité de ne pas utiliser des cabines afin de ne pas trop gêner et que les virus se propagent très vite dans les cabines. Monsieur Dupin va passer parmi vous. Au nom que je l'ai appelé, il va récupérer les... Alors, juste avant, si je peux me permettre, Madame Dumoulin, il faut faire appel à la candidature. Oh, Il faut faire appel à la candidature. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette assemblée? Des gens qui souhaitent postuler au poste de maire. Monsieur Capenelli, Monsieur Capenelli et Monsieur moi-même, Elissal. Donc, nous avons deux candidats sur lesquels peuvent se porter les scrutins. Je crois, et je vous en remercie, Monsieur Capenelli, que vous aviez notifié à Monsieur le directeur général des services que vous vous portiez candidat. Ce qui nous a permis, et ça nous facilite un tout petit peu les choses, d'avoir deux bulletins. Je pense que ces bulletins sont devant vous. C'est bien ça? Avec des petites enveloppes. Vous avez donc la possibilité de voter pour M. Capenelli, pour M. Elissal, et je crois que vous allez mettre un bulletin blanc. Voilà. Donc nous pouvons procéder au vote. Ce sont des votes à bulletin secret, puisque ce sont des votes nominatifs. Nous verrons si la modalité peut évoluer au cours. Monsieur Capenelli, une observation? Juste que M. Banat a l'information de Monsieur. Tout à fait. En dehors. Vous avez tous voté, les petites enveloppes sont prêtes, non? Je fais par nous ou on fait comme ça, ça sera peut-être facile et moi je calme ce scotch. Le tour de table. Le tour de table. C'est plus facile en termes de tour de table. Ça va aller plus vite. Puis ça va éviter les pas inutiles à M. Dupernet. Laetitia Guédon. Nathalie Bourg. Laurent Juel. Bruno. Michael. Patrick. Marie. Catherine. Rancho. Elissal. Je sais plus, Pierre. Joël. Françoise. Marie-Christine. Odette. Rancho. Santiago. Santiago. Et Joël. On va peut-être demander aux deux assesseurs de se rendre en bout de salle pour pouvoir procéder au dépouillement. Comme vous voulez. Allez-y. C'est parti. Philippe Elissal. Monsieur Luganet, ce n'est pas à vous d'ouvrir les enveloppes. C'est à moi. Ce sont les assesseurs. Ce sont les assesseurs qui ouvrent les enveloppes. Marie, tu ouvres et... C'est quoi mon élection? Oui, alors avec le minimum de manipulation, tu le poses s'il te plaît juste. Voilà. Chantal Capenelli. Philippe Elissal.
Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Philippe Elissal. Pour Philippe Elissal et 3 pour M. Capendigui. Donc le total des voix, 16 pour M. Philippe Elissal et 3 pour M. Capendigui. Et maintenant, c'est l'heure de mettre le chant à M. Elissal. Madame la Présidente déclare le maire élu. T'as l'écharpe pour le remettre? Alors, c'est nul, hein. Absolument pas. Oui, bien. Bien. Et non, ça pas rouge le thème. Je vais le faire. Non. Oui, mais c'est le bleu. C'est le bleu, c'est lâche-le. C'est le bleu qui doit être côté col. Sinon, je serai de la catégorie des parlementaires. D'accord? Est-ce que je peux te faire la bise? Quand même, au-delà de toute considération sanitaire. Merci. Les attributs ayant été remis, si vous me le permettez, je vais les déposer sur la table parce que, voilà, je ne fais pas un conseil, je ne fais pas régulièrement les conseils avec les chats et on va rentrer à nouveau dans un conseil relativement normal, puisque ce conseil avait à l'ordre du jour, le premier point, l'élection du maire. Il y a encore une particularité là, ça va être la fixation du nombre d'adjoints au maire, celle-là on ne reverra plus, et puis tout le reste, on pourra peut-être en rediscuter, mais en tout cas, on rentre là, à nouveau dans un conseil un petit peu plus banal. Donc, merci. Je vais juste faire une petite, et pour des raisons que vous connaissez, une petite, très courte déclaration. Donc, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, pour des raisons d'obligation sanitaire, mon propos de ce jour, à la suite de cette élection en tant que maire, sera contenu en quelques minutes. Madame Vérène Moulet, Alba, je suis très heureux que ce soit toi qui me remettes cette écharpe de maire. Il y a pas mal de symbolique dans ce geste. Je ne vais pas dévoiler comment nous nous sommes connus et quelles sont les relations, et je suis bien content que ton époux soit là, parce que ça ne peut être aucune confusion, quelles sont les relations quasi quotidiennes que nous entretenons. Vous le savez, Alba est une élue très impliquée, mais parce que tu es ce que tu es, une femme généreuse, engagée, au parcours original, pour arriver jusqu'à ton nouvel arbre de paix, notre village d'Aetz. Tu incarnes, toi, à toute seule, pas mal de valeurs que tu portes au sein de ce conseil, fort en personnalité. C'est bien de ces valeurs en commun, de ces différences qui sont autant de chance, ça c'est pas de moi, que nous trouvons notre inspiration et notre volonté de travailler ensemble. Je souhaite avant tout, tous, vous remercier.
vous remercier de reprendre le flambeau à la tête de ce conseil et donc de la confiance, en tout cas pour certains, que vous nous témoignez. Vous remercier tous, vraiment tous, pour votre engagement, la poursuite de votre engagement pour servir notre village. Je tiens aussi à remercier tous les AST. Et il y a de multiples raisons de les remercier. Ils se sont déplacés dans une période assez compliquée, ils ont voté dans un contexte qui aurait pu amener à une abstention beaucoup plus importante. Cela s'est vu dans beaucoup d'autres communes. Les remercier d'avoir exprimé leur soutien de façon aussi majoritaire au projet que nous proposons. Mais surtout, les remercier pour tous les témoignages et actions de solidarité qu'ils ont générés pendant ce qui nous sépare de ce premier tour et qui restera sous l'appellation de confinement des populations. Il est impossible, dans un propos qui se voudrait concis et succinct, d'inventorier tous ces témoignages de solidarité de proximité. Aide aux voisins, poursuite des consultations de nos médecins, de nos personnels soignants, parfois au risque de se voir eux-mêmes contaminés. Fabrication et distribution de masques confectionnés par les ASTA et quelques associations. Maintien des services de notre supérieure. Participation massive au chantier du village réalisé le 16 mai. Réouverture de l'école et de la crèche pour l'ensemble des volontaires. Merci à nos enseignants et aux services municipaux, notamment ceux du service ASH, qui ont continué à assurer le lien avec nos jeunes. Un immense merci à tous ces acteurs de la solidarité de proximité qui font du bien à plusieurs niveaux. La vie reprend. Nos commerces vont rouvrir. Il faut aussi faire jouer ici les ressorts de la proximité. Nos commissions vont très prochainement être installées. Il y a du travail pour tous. Nos concitoyens ont exprimé leur choix. Nous leur devons maintenant de répondre à leurs attentes. Ce mandat se situera certes dans la continuité et la cohérence du précédent, mais devra aussi intégrer le contexte que nous connaissons et ses possibles évolutions. Il faudra adapter, inventer, re-questionner, bref, faire vivre la démocratie au sens premier du terme. Lors de l'élection du maire en 2014, j'avais repris l'image du colibri cher à M. Valls. Bon nombre d'entre vous avaient bien compris l'image ou la parabole que je souhaitais exprimer à ce moment. Que chacun fasse ce qu'il peut, même de façon modeste, mais loin des yaka faucons. Que chacun s'attelle en responsabilité à travailler pour le collectif, pour l'intérêt général, au service des AST. Je sais pouvoir vous faire confiance. Votre engagement n'est pas neutre. Vous n'êtes pas là par hasard. Votre vie d'élu, vous le savez, ne sera pas toujours facile. Mais cette assemblée municipale a besoin de chacun, dans le respect de tous, dans l'engagement réciproque au service de notre village, de nos valeurs en partage. Je vous souhaite à tous un très beau mandat. Je vous en remercie par avance. Voilà, messieurs, dames, ce que j'avais à vous dire dans les premiers mots de ce mandat que je vous souhaite à tous très bien. Il nous faut, si M. Catanelli le souhaite, lui donner la parole, puisque je veux dire, adversaire aux élections, élu dans ce conseil, identifié groupe d'opposition avec 3 élus. Si vous souhaitez prendre la parole, M. Catanelli, c'est à vous. Je dirais quelques mots rapides. Je souhaite à tout le monde une bonne mandature, une bonne implication pour le village, et en espérant que les débats soient respectueux comme ils ont toujours été ici. Merci, M. Catanelli. Nous allons passer et poursuivre l'ordre du jour pour l'élection des adjoints au maire. Pardon? Oui, le nombre d'adjoints, c'est contenu dans la même délibération, je crois. Excusez-moi. Ah non, du nombre d'adjoints, effectivement, c'est là. Donc, je rappelle que conformément à l'article, et vous pouvez peut-être le diffuser, L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil municipal de déterminer le nombre des adjoints en maire sans que ce nombre puisse excéder
30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je précise que ce nombre doit être arrondi à entier inférieur. Ainsi, et compte tenu de l'effectif légal du conseil municipal fixé à 19 conseillers, le nombre d'adjoints en maire ne peut dépasser 5. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 5 le nombre d'adjoints au maire. Je te fais m'excuser, Joël, tu as tout à fait raison, c'était d'abord le nombre et ensuite. Voilà. Donc, je vous propose de fixer à 5 le nombre d'adjoints. Des observations, commentaires? Non. Donc, nous pouvons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 3 votes contre. C'est bien ça, monsieur? Oui. D'accord. Qui s'abstient? Merci. Est-ce que je peux vous demander, monsieur Capenelli, sans vouloir ajouter de la longueur au débat, quelle est votre proposition, même s'il n'y a pas eu d'observation, concernant cette délibération? Nous, c'est le nombre d'adjoints qu'on a proposé, le nombre de 5, on préférait nous proposer le nombre d'adjoints le plus resserré. À combien? Resserré. Resserré. Je vous remercie. Je vous remercie. Très bien. Je vais donc passer, puisque nous avons voté, à la 3e délibération, qui est celle de l'élection des adjoints en maire. Ah oui, oui. Donc, 3e délibération, vous avez eu aussi à ce propos la gentillesse de nous faire parvenir, c'est bien ça, M. Lubernet, une liste d'adjoints sur laquelle nous devons voter. Alors, excusez-moi, il convient de procéder maintenant à l'élection des adjoints en maire de la commune, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. L'article du conseil municipal élit les maires et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. L'article 2122-7-2 du Code général des collectivités. Dans les communes de 1000 habitants en plus, les adjoints sont élus au scrutin de la liste en majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, les 40 membres des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Ces listes sont constituées en forme. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection en majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant en moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Le maire fait appel des candidatures. Alors, concernant le groupe majoritaire, j'ai M. Gouillet Choromocho qui s'est déclaré possiblement adjoint. On est bien d'accord? Madame Aldalova Odette. Dites oui, madame, c'est comme pour le mariage ici. Monsieur Difalibio Joël. Oui. Madame Guédon Laetitia. Oui. Monsieur Joël Laurent. Oui. Très bien. Concernant la liste de monsieur Capenelli, vous avez proposé, alors vous en avez proposé 2, mais on peut rajouter un 3e. 2, c'est le bon nombre, d'après vous? Monsieur Capenelli. C'est à la limite des élus que nous sommes. D'accord. Monsieur Labat Taramendi, Madame Fordin Maïté, c'est ce que j'ai ici comme. Voilà. On procède au bulletin secret. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de remplir votre enveloppe et de pouvoir faire passer monsieur le DGS. Voilà. Pardon? On va garder. Comment? On va en garder 2? Les mêmes? Oui. Très bien, merci. C'est parti. 2 enveloppes pour monsieur, voilà. Merci. Non, t'as plus de travail. C'est à la fin pour signer l'ensemble des procès-verbaux liés à ces élections. Je vous remercie. Doyen, secrétaire, bien sûr. D'accord? Et de façon plus générale, tous les membres du conseil puisque M. Jouet, ici présent, peut faire une photo, je crois.
Pas maintenant. Bien, je vous remercie. Donc, il y a ce qu'on appelle l'ordre du tableau que je viens de rappeler, le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux. En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est terminé par l'âge du candidat, et je le répète, par l'âge du candidat, et non par leur rang de présentation sur la liste. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'ordre du tableau, vous aurez le maire, premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint, quatrième adjoint, cinquième adjoint, et ensuite, très certainement, Madame Bérin du Moulin, et la suite des candidats. Mais j'en reviens toujours pas, c'est pour ça que je me permets de... Bien, je dois vous donner lecture de la charte de l'élu local. La loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, et je crois que vous l'avez dans le dossier. Oui, M. Fontaine, elle est complétée dans le dossier avec les articles du code du CGCT. D'accord. Obligatoire. D'accord. Ça fera une bonne lecture un petit peu plus tard. A prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du Code général de collectivité territoriale. Le maire doit remettre au conseil municipal une copie de cette charte et du chapitre du Code général de collectivité territoriale consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Vous avez les articles 21-23-1, 21-23-35, 21-23-1 à D 21-23-28. Charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe de la délibérante dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Nous y viendrons plus tard. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je pense que ça ne souffre pas de commentaires ou d'observations particulières. Je tiens à féliciter les nouveaux élus dans le cadre de ces postes d'adjoint et à leur souhaiter moi aussi un très beau mandat. Nous passons, s'il n'y a pas de commentaires ou d'observations particulières, nous passons à la fixation des indemnités du maire et des adjoints au maire. Alors, c'est l'objet de la 4e délibération. Elle vous est diffusée, on ne voit pas grand-chose, mais vous l'avez. Voilà. Je fais savoir au conseil municipal que les indemnités dont peuvent bénéficier les élus locaux sont fixées par les articles 21-23-20 et suivants du Code général de collectivité territoriale. Ces articles indiquent que les indemnités de fonction du maire et des adjoints sont fixées par strate démographique en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Il précise que
ce n'est pas le Covid, mais une allergie qui traîne. C'est bien ça? C'est pour ça qu'elle nous permet de préciser. L'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu, sauf si, à la demande du maire, le conseil municipal en décide autrement. L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu, sans pour autant dépasser l'indemnité maximale du maire, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice ne soit pas dépassé. Il peut être attribué au conseiller une indemnité de fonction sous deux conditions. Celle-ci doit rester dans l'enveloppe globale, à savoir le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. Elle ne peut excéder 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Il est précisé que la commune appartenant à la strate démographique de 1000 à 3499 habitants, l'indemnité brute mensuelle est fixée à 2006,93 € pour le maire, soit 51,6% de l'indice 1027, et l'indemnité brute maximale susceptible d'être accordée mensuellement aux adjoints est de 770,10 € pour chacun des adjoints, soit 19,8% de l'indice 1027. Je souhaite inviter le conseil municipal à se prononcer sur l'application de ces dispositions et sur les modalités de répartition des crédits alloués aux adjoints. Je souhaite préciser que je ne souhaite pas percevoir l'indemnité maximale à laquelle j'ai droit et demande donc à l'Assemblée de lui octroyer 39,23% de l'indice brut 1027. Voilà. Donc, vous pouvez voir dans la suite de ces délibérations ce à quoi correspond la répartition de ces indemnités pour le maire et pour les adjoints. Je précise que ces indemnités évolueront automatiquement selon les variations de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, que la dépense sera imputée à l'article 6531 du budget communal, que conformément aux dispositions de l'article L 2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales, un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est joint à la présente délibération de transmission au service de l'État pour bien sûr vérifier de la légalité de la proposition qui vous est faite. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de précisions supplémentaires? Est-ce qu'il y a des observations ou des questions? Une question? Comment vous justifiez l'augmentation par rapport à ce qui avait été voté en 2014? En 2014, l'analyse des déploiements, c'est l'indice 2015. Si je ne me trompe pas, on avait touché 10% de l'indice. On passe sur un indice un peu supérieur, et on passe à un pourcentage de 39,23. Comment vous justifiez ces augmentations? Alors, nous sommes sur un autre mandat, M. Abat, ça ne vous a pas échappé. On est sur un nouveau mandat, ça n'a pas du tout échappé. Voilà. Il ne vous a pas échappé non plus que l'indemnité votée en 2014 était largement inférieure à l'indemnité auquel le maire pouvait accéder. 18%. Pardon? 18%. Voilà, 18 au lieu de. Actuellement, 39,23. Oui, mais au lieu de 51,6. Oui, 18%. D'accord? Il ne vous semble pas que cette indemnité, je le suppose, était très faible par rapport à ce qu'est l'engagement d'un maire? Chacun la mesure à les critères qui est. Vous entendez, monsieur? Chacun la mesure selon les critères de qualité de priorité. Voilà. C'est sûr que 18%. Je vous remercie. Comment on justifie le fait de passer de 18% à 39,23%? Bien. Alors, premièrement, la loi le prévoit. Nous sommes dans la légalité. D'accord? Je vous ferai remarquer que même cette indemnité-là est plus faible que celle qui est prévue. Vous le constatez. Je le constate. Très bien. Est-ce qu'il ne vous a pas échappé que je travaille à mi-temps? À votre vie personnelle, Ah oui, mais vous me demandez de justifier. Je justifie, monsieur.
Oui, vous m'avez demandé de justifier, monsieur. Voilà, il ne vous a pas échappé que je travaillais à mi-temps. Et que pendant un temps de ce mandat, de 2014 à 2020, je considérais que l'indemnité de maire et l'indemnité de vice-président de l'Italie correspondaient à l'équivalent qui me permettait de retrouver juste mon salaire. Juste mon salaire. Bien, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre mandat. Je ne sais pas ce que seront mes autres mandats, très honnêtement. Aujourd'hui, j'allais dire que je dépense sans compter du temps, de l'énergie. Non, mais excusez-moi, vous me demandez de justifier, il faut aussi être en capacité d'écouter et de respecter ce que je dis. Voilà, et je vous en remercie. Voilà quelles sont mes justifications, monsieur. Aujourd'hui, travaillant en mi-temps, je gagne 1 100 € par mois de mon employeur. Si je travaillais à plein temps, et je vous assure que j'ai en plus dégradé ma carrière, puisque je ne suis plus directeur d'établissement, vous le savez bien, je pourrais gagner beaucoup plus. Donc cette indemnité vient en compensation, uniquement en compensation pour le moment, de la perte de salaire que j'ai sur mon emploi. Et je vous remercie de l'explication. Voilà. C'est dit, c'est clair. Il n'y a pas de débat, c'est clair. Merci. D'autres observations? Je vous remercie. Nous allons procéder au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? 3. Abstention? 1. Je vous remercie. Nous passons à la 5e délibération, qui est une délibération qui concerne la délégation de pouvoir du conseil municipal au maire. Donc, je souhaite exposer que dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration communale, le conseil municipal peut, en vertu des articles que vous savez lire, déléguer une partie de ses pouvoirs au maire. Les décisions ainsi prises par délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations en vertu de l'article L. 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales. De plus, le maire doit rendre compte de ses décisions à chaque réunion du conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de donner au maire, pour la durée de son mandat, délégation dans le cadre de l'article L. 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, elles sont au nombre de 24. Je vais les relire dans leur intégralité pour que les choses soient claires. Premièrement, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics communaux. Deuxièmement, fixer jusqu'à 1 000 € maximum par droit unitaire les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Troisièmement, procéder jusqu'à 150 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L. 16-18-2 et au petit a de l'article L. 2221-5-1 sous réserve des dispositions du petit c de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. La délégation formulée ci-dessus est valable aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme dans la limite de 30 ans, avec possibilité d'indifférer l'amortissement et ou d'intérêt, au taux d'intérêt fixe et ou indexé révisable ou variable, à un taux effectif global PEG compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. Les contrats passés en application de cette délégation pourront comporter une ou plusieurs caractéristiques ci-après. Des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et ou de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement. La faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au calcul du ou des taux d'intérêt. La faculté de passer du taux variable au taux fixe et du taux fixe au taux variable. La faculté de modifier la devise.
la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. En outre, le maire pourra procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice, selon un terme convenu avec l'établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux répandus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices dans les conditions limites fixées ci-dessus. Quatrièmement, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités et les indemnités de sinistre afférentes. Septièmement, créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Dixième, décider l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Fixer les rémunérations et régler les frais honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. Fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. Décider de la création de places dans les établissements d'enseignement. On a pas mal recherché sur cette modalité. Ça nous concerne un peu, mais on peut voir les évolutions qui peuvent avoir cours pendant le mandat. Ce qu'on appelle ici classes d'enseignement dans les établissements d'enseignement. Il faut savoir qu'une école primaire publique n'est pas un établissement d'enseignement. Ça peut être un conservatoire, une école de musique, etc. Mais tout ce qui concerne, je le dis parce qu'il peut y avoir confusion, école communale publique, parce que c'est pas moi qui décide de l'ouverture de la fermeture d'une classe. Ça se saurait. Fixer les reprises d'alignement en application de documents d'urbanisme. Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code. 16e, intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, notamment contre la constitution de partie civile en première instance, en appel ou en cassation, que ce soit devant les juridictions administratives comme devant les juridictions judiciaires françaises ou européennes, dans tous les cas, et notamment les dommages de travaux publics, les contentieux relatifs aux droits du sol, au patrimoine de la commune, à la responsabilité civile de la commune et aux agents de la commune. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux pour un montant de 10 000 € maximum. Donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. Signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement des zones d'aménagement concertées et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 150 000 €. Exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L214-1 du Code de l'urbanisme. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme. Prendre les décisions mentionnées aux articles 523-4 et 523-5 du Code du patrimoine relatif à la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Voilà. Alors, la liste est longue, un peu technique. Ce sont des déclarations, somme toute, assez banales dans le cadre de la délégation du conseil municipal au maire et qui ont pour objectif, vous l'avez compris puisque c'est rappelé,
la bonne marche de l'administration communale dans son quotidien. Voilà. Sachant que certaines font dans tous les cas l'objet de compte rendu du maire, voire de délibération. On est bien d'accord. Des observations, commentaires? Monsieur Catalina. Un commentaire. C'est 24 luxe. Il y en a une qui nous a attiré l'attention par rapport à 2014, le point numéro 2, lorsque vous fixez jusqu'à 1000 € maximum par mois unitaire, les tarifs des droits de voirie, etc. En 2014, on était de 500 €. On souhaiterait savoir pourquoi vous êtes passé de 500 à 1000 €. Mais parce qu'on espère qu'on aura des locations de voirie peut-être plus importantes. Voilà. Vous savez que, alors effectivement, alors là on est effectivement sur une modalité à plus. 500 € ça correspond au droit de voirie que paye l'avocate. C'est ça. Il est possible que l'avocate augmente. Et il faudra dans ce cas-là que je puisse accepter de bon cœur et facilement des ressources supplémentaires pour la commune, pour qu'on puisse demander à l'avocat d'avoir un peu plus de... Voilà. Est-ce que cette réponse vous convient? C'est l'unique objet. Effectivement, c'est une bonne remarque parce que c'était de 500, on a été jusqu'à 500. Là, on le pousse à 1000 parce qu'on ne sait pas de quoi le futur sera fait par rapport à ça. Et il est possible que nous puissions demander des droits de voirie supérieurs sans avoir à en faire forcément référence. Par contre, ça sera toujours l'objet de compte rendu de décision du maire. D'ailleurs, nous aurons, à la suite de ces délibérations, ça c'est une petite modalité nouvelle, des comptes rendus des décisions du maire qui ont été prises pendant la période qui nous sépare depuis les élections, puisque depuis les élections, il y a eu 2 mois, un peu plus de 2 mois, les maires en fonction avant les élections ont continué leur fonction jusqu'à une dizaine de jours, je crois, jusqu'à lundi dernier. Des décisions ont été prises et ces décisions doivent être effectivement l'objet d'un compte rendu qui n'est pas voté, mais qui est porté à connaissance à l'ensemble du Conseil. D'autres observations? Merci. Donc, nous pouvons procéder au vote de cette 5e délibération. Vote contre? Merci. Abstention? Très bien. Délibération adoptée. Nous arrivons à la 6e délibération. C'est une délibération concernant l'installation des commissions municipales. Il dit quelque chose d'important dans les 3 premières lignes. Le maire expose qu'en application de l'article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises. Il y a bien sûr des règles qui régissent cette disposition. Ces commissions sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination. C'est ce que nous allons faire. Ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Je vous propose de créer 8 commissions qui seront chargées d'examiner les objets suivants. Finances, une commission à part, une autre commission travaux, voirie, espace unique, une commission nouvelle, nouveau chapeau, solidarité au pluriel, une commission affaires scolaires, une commission urbanisme, environnement et développement durable, une commission application des droits du sol, une commission communication, une commission association, culture et sport. Je précise qu'il appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et de procéder à leur nomination. Alors, là, il y a une petite modalité, parce qu'elle n'est pas, je veux dire, de façon
nominative très prégnante, il nous faudrait, si vous en êtes d'accord, prendre à l'unanimité la décision de constitution de ces commissions. Sinon, nous devons voter à bulletin secret, c'est la règle, pour pouvoir construire ces commissions. Est-ce que je me tourne vers l'opposition? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on procède à la constitution de ces commissions sans passer par le vote à bulletin secret? Pas de souci. Je sais que dans le cadre de la préparation de ce conseil, il vous a été proposé de définir sur les commissions et votre implication dans ces commissions. Je suppose que vous avez des propositions à nous faire. Très bien. Donc, si on est d'accord sur le fait de pouvoir constituer ces commissions, et je me tourne vers vous majoritaire, il n'y a pas d'opposition à travailler je dirais, sans vote à bulletin secret pour la constitution de ces commissions. Voilà. Donc je vous propose de procéder à la constitution de ces commissions, de ces 8 commissions. Pour la commission finance, est-ce que vous avez des... Je commence par vous, je vais vous dire ensuite. Est-ce que vous avez des noms à vous proposer pour siéger dans cette commission, M. Capanini? Effectivement, s'il était possible, et dans la mesure dedans sur tous les données, on nous a souhaité proposer 2 personnes à la commission finance. Bienvenue. Dites-moi les noms de ces personnes. On va M. Ramcho Labatte-Arandi. Oui. Et moi-même. Parfait. Alors, dans cette commission, et je le dis à l'ensemble des conseillers pour savoir si nous sommes dans le bon dispositif, il y aura M. Joël Fabio, Mme Marie-Christine Mougekoa, oui, Mme Françoise Ariac, je vous propose, Mme Odette Coquerel, oui. Mme Laetitia Guédanchot, Oui. M. Laurent Juel, Oui. M. Ramon Goyech, Oui. et M. Patrick Chéron, ainsi que M. Labatt-Aramini et M. Capenil. On est bien d'accord? Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour cette commission? Ou à tout hasard, ça nous fera donc une commission à 11 membres. C'est bien ça? Non? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 membres. D'accord? Je souhaite constituer la commission travaux, voirie, espace public. Monsieur Capanelli, est-ce que vous avez des noms à nous proposer? Pour cette commission, nous souhaiterons proposer une seule personne. Dites-moi. Ce sera M. Ramcho Labatte-Arandi. D'accord. Donc cette commission sera composée de moi-même, Laurent Juel, Ramon Goyech, Joël Hugo, Alba Beren-Moulin, Michael Sauvagnier, Bruno Sarowski, Marie Aramedi, Labatt, M. Labatt, Ramcho Labatt-Aramedi. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Ça va? Donc nous serons sur 9 personnes. On est d'accord? Commission Solidarité. M. Capenelli, avez-vous des noms à nous proposer? Pour la commission solidarité, nous souhaiterons proposer Maïté Fordin. Bien. Elle sera donc constituée avec un frère de moi-même, Odette Adanoa, Marie-Christine Brucois, Françoise Ariag, Maria Ramani, Alba Bévin, Catherine Nava et Maïté Fordin. On est d'accord? Ce sera une commission à 8 membres. Concernant les affaires scolaires, M. Capenelli, Dans la mesure du possible, nous souhaiterons proposer 2 personnes. dites-moi. Nous souhaiterons proposer donc Maïté Fordin et Ramcho Labatt-Arandi. De 9 membres. C'est bien ça? Sur la commission urbanisme, environnement et développement durable. Nous souhaiterons aussi également proposer 2 personnes. Maïté Fordin et
Elle serait donc a priori composée de Philippe Elissal, Ramon Choroyech, Alba Vérène-Moulin, Marie-Christine Muricoa, Odette Aladora, François Dariac, Maïté Fordin, Santiago Capenini. D'accord? Elle serait donc, comment? Elle serait donc de 10 membres. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, c'était sur la page derrière. Je crois qu'il y avait aussi Madame Marie Ramendi et Monsieur Joël Bureau. C'est bien ça? Oui. Monsieur Joël Bureau, se réveille. C'est ça? Oui. Merci. Donc, 10 membres. Application des droits du sol. On aurait M. Capenelli. Qui proposez-vous? Donc, pour la commission application des droits du sol, ADS, nous proposons Ramon Choroyech et moi-même. D'accord, nous serions donc une commission à 7 membres. C'est bien ça? C'est bien ça. Association, commission, association culture sport, Monsieur Capenelli. Donc là aussi, à la mesure du possible, nous devons proposer Maïté Fordin et Ramon Choroyech à Ramon. Elle pourrait être composée de Philippe Elissal, Ramon Choroyech, Odette Aladora, Catherine Nava, Bruno Sarowski, Michael Sauvagnier, Laetitia Guédan-Michaud, Alba Vérène-Moulin, Patrick Chéran, Madame Fordin et Monsieur Gabatarameni. On est d'accord? Ce serait donc une commission à 11 membres. C'est bien ça? Concernant la commission communication, pour la commission communication, nous devons proposer une seule personne qui serait Maïté Fordin. très bien. Elle serait a priori composée de Philippe Elissal, Laetitia Guédan-Michaud, Patrick Chéran, Alba Vérène-Moulin, Françoise Ariag, Nathalie Dercoux, Bruno Sarowski, Catherine Nava, Joël Hugo, Ramon Choroyech et Madame Fordin. On est d'accord? C'est bien ça? Bien. Alors, je vous remercie d'avoir accepté les uns et les autres la constitution de ces commissions sans passer par le vote à bulletin secret, parce que j'ai compris que ça aurait pu être assez contraignant de repasser à chaque fois avec une petite enveloppe, etc. Merci M. Capenelli d'avoir préparé ces noms dans le cadre de ces 8 commissions. Ça nous permet effectivement d'avoir une sorte de périmètre. J'ai apprécié, M. Capenelli, que vous évoquiez dans la mesure du possible. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer, sans savoir, que ces commissions répondent à des règles bien précises concernant à minima leur constitution. C'est-à-dire que vous ne saviez pas, puisqu'on n'avait pas décidé qui pouvait faire partie de ces commissions, vous ne saviez pas quel était le nombre. Et que la règle qui prévaut, c'est que ces commissions doivent être constituées au prorata de votre représentation au sein du conseil municipal. On est d'accord? Donc ça veut dire que je crois que c'est pour 10 élus, vous aviez la possibilité d'avoir un élu si on est stricto sensus sur la règle du prorata. C'est votre calcul aussi? Pas les 6 mois dans le calcul. J'ai fait en fonction des anciennes commissions que nous avions, en fonction de leur nombre présent, et à partir naturellement du nombre qu'on pouvait nous proposer. Pourquoi que le temps d'un an, on proposait 2 noms, pourquoi un seul nom? J'ai bien compris. Pour rester dans une sorte de... J'ai bien compris, mais la règle, dans une sorte de continuité. La règle, vous la connaissez. La règle, c'est pas celle-là. Par contre, je dirais que la règle, elle est faite pour être respectée dans son caractère minimum, mais j'ai souhaité que, à partir du moment où on ne peut pas séparer une personne en deux,
j'ai souhaité que vous ayez la possibilité maximale, en tant que groupe d'opposition, de participer à ces commissions. Donc, aujourd'hui, sans s'affranchir de la règle un minimum, il y a un minimum, il n'y a pas de maximum, je dirais que les propositions que vous nous faites peuvent rentrer dans la composition des commissions, quelle que soit, je veux dire, la règle qui pourrait prévaloir. On ne va pas s'amuser à faire des comptes d'apothicaire. Non, là vous avez le droit à la moitié de. Non, vous avez toujours le droit à 1, mais là vous n'avez pas le droit à 2, vous aurez le droit à 1,1. Non. Là, vous avez positionné 2 personnes, qu'elles soient les bienvenues, qu'elles participent activement, et ça sera bien, je pense, pour l'ensemble des intérêts de notre village. Voilà. Donc vous avez, et je suppose que ça a été enregistré, donc je vais demander aujourd'hui à procéder et à la constitution aux membres de ces commissions et à la constitution en intégrant l'intégralité des personnes que vous nous avez proposées. Ça vous va? Très bien. Je vais donc passer au vote, si vous n'avez pas d'autres déclarations à faire. Voilà. On passe au vote. Abstention. Opposition. Les commissions sont donc constituées. Je passe à la dernière délibération, mais non pas le dernier point à l'ordre du jour de ce conseil. Vous pouvez m'excuser, hein. C'est bien la dernière délibération, mais ce n'est pas le dernier point, puisque je peux vous le dire dès maintenant, hein, le compte rendu du précédent conseil municipal sera voté prochain. Approbation du compte rendu du 12 février 2020. Vous l'avez eu? Vous l'avez eu? Oui, vous l'avez eu? Ah d'accord, je croyais que vous ne l'aviez pas eu, vous n'avez pas pu en prendre connaissance. Non, ça a été fait? Bon, alors on y reviendra tout à l'heure. On passe à la 7e délibération. Autorisation de recrutement des agents non titulaires de remplacement, occasionnels ou saisonniers. Alors, cette délibération, on a hésité à vous la poser aujourd'hui du fait de la contrainte de l'exigence de rapidité de ce conseil, mais on l'a quand même mise parce que, pour tout vous dire, on ne sait pas ce que sera l'avenir de notre centre de loisirs cet été. Il y a certainement des choses qui vont évoluer dans les prochaines semaines, et il est possible qu'il n'y ait pas de centre de loisirs, mais il est possible qu'il y en ait, d'une certaine façon, et s'il y en a, il va falloir qu'on procède à des recrutements. Nous avons déjà reçu des candidatures, nous avons déjà un vivier, mais pour procéder à ces recrutements, il faut pouvoir être dans une relative fluidité, et c'est la raison pour laquelle je vous propose cette 7e délibération. Vu la loi du 13 juillet 83 et son article numéro 84 portant droit et obligation des fonctionnaires, vu la loi modifiée portant dispositions statutaires adaptées à la fonction publique, considérant que les besoins du service peuvent justifier l'urgence du remplacement de fonctionnaires territoriaux indisponibles ou du recrutement de personnel à titre occasionnel ou saisonnier, il est proposé au conseil municipal, après avoir délibéré, de décider de m'autoriser pour la durée de mon mandat à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires dans les conditions fixées par l'article 3, alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour remplacer des agents momentanément indisponables pour faire face à des besoins ponctuels spécifiques. Alors, on les connaît, recensement, coordination INSEE, augmentation temporaire d'activité. Il sera chargé de la détermination du niveau de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. D'autoriser pour la durée de mon mandat à recruter en tant que besoin des agents non titulaires à titre occasionnel saisonnier dans les conditions fixées le 26 janvier, chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que la détermination du niveau de recrutement de rémunération des candidats selon la nature des fonctions de prévoir cette affaire et l'enveloppe de crédit nécessaire au budget. Excusez-moi, je n'ai pas le bon. Voilà. Voilà. Donc, c'est une délibération qui sera valable pour l'ensemble du mandat, c'est clair, mais qui est présentée aujourd'hui par rapport à l'urgence que nous avons par rapport à un recrutement possible au mois de juillet. Je dirais
qu'il y a une autre composante qui peut nous intéresser, c'est que dans cette période de pandémie, nous avons parfois affaire à des malades, à des absentéistes, etc. Ça peut arriver et il nous faut pouvoir très vite réagir pour assurer la continuité du service. Je vous cite des exemples, je pourrais vous citer des exemples sur la crèche, je pourrais vous citer des exemples sur l'école, parce que vous savez, ça fait partie des, on en est presque au point suivant, mais vous savez que nous avons été dans l'obligation de faire refonctionner l'école et que nous avons fait appel à un personnel pour pouvoir travailler sur le temps scolaire, ce qui est prévu par les dispositions de l'urgence sanitaire pour travailler sur le temps scolaire. Donc c'est une délibération que je vous demande d'approuver si vous le voulez bien. Des observations, commentaires? Est-ce qu'on va passer au vote? Oui, abstention, opposition, je vous remercie. J'en viens donc, excusez-moi, au compte rendu des décisions du maire. Alors, on va commencer par le compte rendu du président annoncé. C'est l'approbation du compte rendu du 12 février 2020. Vous en avez été destinataire, c'est bien ça? Vous avez des observations particulières? Non? Donc, parfait. Très bien. Concernant... On prend connaissance. On prend acte. D'accord. On l'a voté pendant des années, mais en fait, c'est juste un niveau d'information. Décision du maire. Il y en a 3. Mise en place. Alors, je ne sais pas si j'ai. Non, c'est rédigé là sur la. Mise en place des plans communaux dès le départ. Le plan communal de sauvegarde et le plan de continuité d'action et des services. Voilà, c'est la période un peu particulière qui nous a obligés à ces décisions. Je dois saluer ici, et je le fais une nouvelle fois, je l'ai fait dans mon propos introductif de maire lors de ce conseil, je dois remercier grandement mon service et j'y associe les personnels de l'école parce que ça a été compliqué. Les exigences posées qui sont certainement nécessaires, on ne badine pas avec ces dispositions, ont nécessité l'implication de tous. Nous avons à plusieurs reprises pas fait de conseil d'école parce que l'éducation nationale ne souhaitait pas que nous mettions en place des conseils d'école, une instance formelle, mais par contre j'ai souhaité rassembler au moins en 3 ou 4 reprises, je me tourne vers les adjoints qui m'ont accompagné, 3 ou 4 reprises, la communauté éducative au sens élargi, c'est-à-dire les enseignants, la directrice, les parents d'élèves, nos services, pour mettre en place de façon conjointe et comprendre ce que pouvaient être les éléments et de confinement et de déconfinement. Nous avons fait une réunion hier soir pour savoir si les dispositifs en place tenaient. Et jusqu'à maintenant, on peut dire qu'ils tiennent. Nous sommes en attente des nouvelles orientations de l'exécutif sur ce qui va se passer dans les étapes du confinement. Nous nous adapterons dans la mesure du possible. Ce qu'il faut bien remarquer, et qui est remarquable, c'est que l'ensemble des familles d'AET qui se sont portées volontaires pour une reprise de l'école, l'ensemble des enfants a pu être accueillis dans l'école. J'ai fait une mention spéciale, et je le fais ce soir aussi, au sein de ce conseil aussi, parce que, accompagné par les élus en charge de ces dossiers, je me suis rendu les premiers jours à l'accueil, à la sortie, avec notre DGS, mon personnel, etc. La situation était très anxiogène, et c'est peut-être ce qui a aussi permis cette prise en charge. Voilà. Mais je tiens à saluer aussi l'ensemble des élèves de notre école qui ont fait preuve d'une très grande, je ne peux peut-être pas dire maturité, mais en tout cas d'une très grande discipline, d'une très grande bienveillance, d'une très grande attention au monde nouveau qui leur était proposé.
On vient dans une école pour jouer avec ses copains, pour se chamailler, pour se bagarrer, Et là, c'était plus du tout la même école qu'avant. Et force est de constater que s'ils ne se sont pas forcément habitués, ils ont respecté et avec quelle consistance les exigences qui ont pu leur être faites par l'ensemble des personnels. Donc, merci à nos enseignantes, merci à nos services, merci aux familles d'avoir participé et compris quelle était cette exigence, et aussi, je le dis, merci aux élèves, parce que c'est eux qui au quotidien fréquentent cette école, de leur façon de vivre ces moments-là. Je peux répondre à certaines de vos questions dans le cadre de la mise en place de ces plans, parce que voilà, il y a eu des déclinaisons variées, beaucoup de choses ont été faites qui nous permettent, parce qu'on n'est pas sorti, on n'en est pas sorti, qui nous permettent de continuer à essayer de vivre dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments de mise en place des plans communaux? Non? Petite incise, je sais, M. Lavatte et M. Armendi, mais comme beaucoup d'autres élus anciens ou présents dans cette salle, mais aussi comme beaucoup de citoyens, que vous avez participé au chantier qui vous était proposé. C'est une originalité. Je remercie le journaliste Sud-Ouest qui nous a permis de nous remémorer que ça faisait partie d'une tradition ancienne au Pays Basque, que nous avons réinventée quelque part, mais qui existait. C'est-à-dire juste que c'était le prolongement de bonnes pratiques. J'ai cru comprendre que nous faisions un petit peu référence, et non pas école, mais en tout cas que d'autres allaient s'en inspirer. Tant mieux. Parce qu'au-delà, on va dire, du travail qui a été accompli et qui est très conséquent, c'est surtout l'état d'esprit avec lequel ça a été fait, la mobilisation que ça a généré, et je dirais le plaisir que nous avons pu retrouver à travailler ensemble, à œuvrer ensemble et à participer à une œuvre commune. Je dois aussi vous annoncer que nous avons répondu à 2 aides alimentaires d'urgence d'un montant de 100 € chacune, dans le contexte particulier qui nous était proposé, tout simplement parce que nous étions au plus près des publics vulnérables et qu'à un moment donné, il nous a semblé important de pouvoir apporter un petit coup de pouce à des personnes de notre village particulièrement vulnérables. Des questions par rapport à ces éléments? Par rapport à l'action qui a été menée des réserves citoyennes, il y a pas mal d'actions qui ont été mises en place sur l'Est. Ce sera possible d'avoir comme un retour d'expérience, un compte rendu de ce qui a été mené. Alors, évidemment, si je ne le fais pas aujourd'hui, c'est pour des raisons, on va dire, de concision du propos. Mais oui, alors j'aimerais vous dire, oui, bien sûr, il y a des lieux de commission qui pourront être faits. Il y aura dans la Exéco-Bériac, je crois, auquel vous êtes invité à produire quelque chose. Ça a été fait? J'ai pas eu de retour. D'accord. D'ici peu, J'ai pas entendu. D'ici peu, vous donnez un retour. Oui, nous souhaiterions pouvoir, alors justement, pour faire part de ces éléments-là aussi, parce que voilà, c'est effectivement quelque chose, ça part d'une idée toute simple, et ça débouche sur quelque chose qui est assez enthousiasmant, je dirais. Vous avez dû recevoir, l'un et l'autre, peut-être un peu plus même de remerciements, qui situe un tout petit peu l'ensemble. Voilà, je crois que dans ce mail, il y avait peut-être le nombre de personnes qui avaient participé. On était alors, dans le journal c'était 40, mais on était bien au-delà. On était entre 50 et 60. Les chiffres sont bons. Il y a eu 7 ateliers. Enfin, encore une fois, oui, on repose cette question. Ce matin, justement, c'est plus par rapport à la réserve citoyenne au niveau de l'État français. Ah! Avec les taxations menées. Oui, alors oui, tout à fait. Oui. Alors effectivement, nous sommes positionnés comme collectivité dans le cadre de ce dispositif de réserve citoyenne, Covid, etc. Et là, on pourra faire un bilan aussi, parce que nous n'étions pas pilotes. Le pilote, c'était la préfecture.
Par contre, nous relayions ces dispositifs-là. Et nous étions en capacité, puisque nous recevions l'ensemble des bénévoles, on va les appeler comme ça, de les recontacter et de travailler avec eux. Nous ne nous étions pas situés sur les 4 actions disponibles, mais sur 3. Et nous avons été, pendant les premières semaines, enfin pendant toute la durée de l'épisode, au plus près, peut-être que quelqu'un peut vous en dire un petit peu plus, l'adjoint, je peux le dire maintenant, aux solidarités, puisque nous étions en contact des populations pour savoir quels étaient les besoins de ces populations et comment y répondre. Alors, est-ce qu'on y répondait avec nos propres moyens qu'on disait, ou est-ce qu'on pouvait faire appel à cette réserve citoyenne? Voilà, c'était cette articulation-là. Mais oui, un bilan pourrait être fait. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Je croyais que c'était sur. Oui. Pour vous dire simplement, à partir du moment où ça a été disposé sur le site de l'État, nous avions calculé à 25. Pourquoi? Parce que 3 ateliers, 20, ça faisait déjà 60 personnes. Enfin, 20, c'est pas une ville de 300 000 personnes. Et dans l'après-midi, on est dans plein, infiniment. C'est chaud. Donc on a rouvert un peu plus, jusqu'à 50. Comment? Jusqu'à 120. Et là, ça a été rempli. Alors après, on a vérifié nous-mêmes, avec nos petits bras, la nature, on va dire, l'implication que pouvaient avoir ces gens-là. Parce que là encore, il y avait beaucoup d'inconnus à ce moment-là. Et on s'est rendu compte que tous les gens qui s'étaient inscrits n'étaient pas forcément des ASTA. Il y avait des gens qui étaient de loin, mais qui, par élan solidaire, se positionnaient. Donc là, il nous fallait trier un tout petit peu, pour savoir ce sur quoi on pouvait compter. Je ne dis pas trop de bêtises, c'est bien ça, ce sur quoi on pouvait compter. Et là, effectivement, on a ce vivier qui peut être actif. M'étant moi-même inscrit dans ce dispositif, vous l'avez peut-être fait, je ne sais pas, je crois aussi, j'ai reçu un appel de la préfecture me demandant si j'étais disponible pour faire. Alors là, pour le coup, c'était un filtrage de personnel dans un EHPAD à Oloron. Bon, c'était pas tout à fait calibré pour que, à ce moment-là de la crise, on ne pouvait pas sortir. Quand ils me demandaient d'aller à Oloron, j'ai dit écoutez, là c'est pas compliqué, mais il y avait ce dispositif qui était mis en place, il leur fallait des moyens et ils ont appelé. Donc j'ai fait partie de. Et j'ai pas pu. Vous avez été appelé vous-même? J'ai eu un mail avec les propositions. Un mail avec les propositions? Et ça doit être sur le département. Voilà. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau. Merci. 2 aides alimentaires d'urgence pour un montant de 100 € chacun. 3e décision qui a dû être prise pendant ce temps-là, le renouvellement du contrat de la pédiatre, Mme Soulan, pour 1 année. C'est bien ça? Peut-être renouvelable? Voilà. Notre pédiatre de la crèche, c'est une disposition. Alors, ceux qui fréquentent la crèche la connaissent parce qu'elle fait des permanences, mais elle nous a aussi accompagnés dans les conférences que nous avons pu mener. Nous avons mené 2 ou 3 conférences cet hiver sur les écrans, sur le sommeil, je ne sais plus. Non? Les vaccins. Écran et vaccins. Voilà. Et ça sera peut-être. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments-là? Est-ce que l'appareil que je vois là-bas a filmé notre conseil municipal? Oui? Est-ce qu'on peut vous demander à quel titre, monsieur? Pour l'association ASC État Bénéssa.